vraiment ça. Du coup, l'introduction que je voulais faire, sans savoir ce que tu allais dire, elle est complètement en réponse à ce que tu dis. Alors, tant pis, je le collerai dans. Vous serez obligé de venir sur le site, vous ferez des clics parce que je vais coller mon texte en réponse. J'en dirai peut-être deux mots tout à l'heure, mais déjà les réponses. Alors sur Holbach, par exemple, pour la dernière chose, je suis contente de t'entendre dire la vérité sur Holbach, parce que c'est dans le texte Holbach qu'il y a cette histoire de mémoire qui ne préexiste pas et qui est toujours une mémoire construite socialement. La mémoire collective, c'est un énorme malentendu, et je crois qu'il est porté par les gens qui n'ont lu que le titre du livre. De dire, on a chacun une mémoire, et quand on la met tout ensemble, ça fait une mémoire collective, un puzzle. C'est absolument pas ça qu'il dit. Jamais il dit ça. Lui, il dit, chaque fois qu'on se souvient de quelque chose, et que ce soit, et il prend d'ailleurs des exemples de souvenirs d'enfance, de personnes individuelles, on se souvient parce que les autres nous font nous souvenir et construire nos souvenirs. Et alors c'est peut-être plus présent dans un autre ouvrage qu'il a publié bien avant, parce que la mémoire collective, c'est post-mortem en plus, la publication, il était décédé. C'est la construction sociale de la mémoire, qui explique très clairement, et qui reprit ensuite, que comment les souvenirs qu'on a, les mémoires qu'on a, elles sont soit livrées par nos proches, et puis on se souvient avec la déformation ou l'influence des proches, puis après aussi par des mémoires empruntées, je crois que c'est son terme, c'est-à-dire les mémoires qu'on lit, les choses qu'on a lues, qu'on a apprises à l'école, qu'on a entendues, et qui font qu'on a une mémoire collective. Donc du coup, effectivement, on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il y ait une mémoire préexistante dans laquelle on va puiser, puis qu'on va révéler, on va enlever les voiles grâce aux personnes qu'on va enregistrer, puis on va avoir la vérité de la mémoire. Donc c'est c'est normal qu'on ait plein de problèmes finalement quand on fait ce genre de travail, parce que et alors on va se poser plein de questions sur la façon dont on influence le témoin, etc. Mais de toute façon, on ne peut pas ne pas influencer le témoin, ça ne peut pas se passer autrement. Le deuxième sur les archives ne sont pas, quand ça me fait sourire, parce que je n'ai jamais entendu un archiviste oraliste dont les archives soient consultées. La première fois que j'ai entendu un archiviste, c'était des années, une archiviste se plaindre de ce que les archives n'étaient pas assez consultées, c'est les archives du Val-de-Marne. Ils font un travail merveilleux, ils font des collectes formidables, une méthodologie impeccable, mais les archives ne sont pas consultées. Et je me souviens qu'à chez Générique, lorsque étaient intervenues les archives, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, c'était peut-être Laurence ou quelqu'un d'autre, je sais plus. L'archiviste intervenait et disait nos archives ne sont pas consultées par les chercheurs malgré tout le soin qu'on va les réunir. Des chercheurs étaient un peu montés sur leurs grands chevaux dans la salle et disaient mais non, mais c'est normal, nous, nos archives dont on a besoin pour travailler, il faut qu'on les consulte, qu'on les collecte nous-mêmes, c'est nos corpus, vous ne pouvez pas savoir ce dont on a besoin, etc., etc. Il y avait juste un monsieur qui avait levé la main et qui dit oui, ça m'arrive de consulter les archives en tant qu'historien ou comme sociologue. Mais c'est donc, ça a l'air d'être quelque chose de tout à fait courant. Et du coup, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est bien fait pour être consulté si vite ? On croit que c'est bien normal qu'une archive, c'est une archive dormante. Et de même qu'il y a des tas de documents qui sont versés aux archives, on ne s'attend pas à ce que les gens se précipitent dessus. Je pense aux feuilles de paye, une fois qu'elles ont passé l'étape de l'utilité, ou je me souviens de magnifiques documents des années de 1900 aux archives du travail, de feuilles de paye, de fiches de mineurs, mais qui sur le moment, je dirais, dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui suivent le moment où elles ont été produites, n'ont pas grand intérêt. C'est une photo, c'est une fiche avec écrit le nom, l'année, qui n'avait d'intérêt que parce que ça faisait très très longtemps qu'elles avaient été produites, plus de 100 ans, et que tout d'un coup, même la photo nous livrait des choses étonnantes, des choses qu'on avait oubliées. Là, c'est trop tôt. Et ça va être précieux, je crois que c'est vraiment précieux quand on aura oublié une bonne partie des choses, et que tout d'un coup, ces témoignages-là vont les ressortir. Et bien ça tombe bien, Holbach le dit aussi. Il dit que ça devient intéressant, ces mémoires et ces archives, à partir du moment où il y a eu oubli, et donc il faut un certain temps. Et c'est difficile d'en faire, sauf, alors, ça ne m'étonne pas que les sociologues, par contre, eux, aient une autre approche, parce que le sociologue va aller chercher autre chose. Ça peut effectivement intéresser les sociologues. Mais ils n'ont pas l'habitude d'aller aux archives, c'est plutôt les historiens. Et donc, moi, ça ne me surprend pas, parce que ça correspond à des choses qui sont dites et qui sont écrites par nos grands prédécesseurs, et puis qui sont vues. Et puis aussi, je réagis, alors là, en tant que personne qui fait aussi des collectes, ça m'arrive maintenant d'en faire avec les jardins numériques. Les gens ne viennent jamais parler de migration. Et
il n'y a pas d'enjeu pour le fait de parler de leur histoire et ils n'ont pas envie de mettre en avant leur récit personnel sur la migration. Et donc il se trouve qu'en ce moment on fait des collectes sur les femmes immigrées, on fait la collecte avec la lignée, c'est-à-dire avec des filles, fils, petits-filles, petites-fils, et voire plus si on y arrive. Et les gens viennent... Alors, les meilleurs récits qu'on arrive à avoir, c'est quand on fait parler les gens de leurs parents morts. Parce que là, tout d'un coup, ça libère tout. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils parlent de leurs parents, et là, ils parlent du parcours migratoire, etc. Et en fait, le projet, c'était pour la DILCRA, et c'était donc pour parler de l'intégration. Donc, on fait une enquête sur l'intégration, frontalement, et apporter des réponses à l'intégration. Et évidemment qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, Marina, est-ce que tu te sens intégrée? Vous vous sentez intégrée? Marina ne se sent pas spécialement intégrée, elle ne s'est jamais posé la question, en tout cas elle ne se pose pas la question très souvent, moi non plus, pourtant je m'appelle Scopsy. Toutes les personnes, les rares fois où par gaffe on a, à un moment donné, sans avoir identifié, on parlait d'intégration dans les gens avant qu'on les interroge, en regardant, ils disent non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai rien à dire là-dessus. Et puis donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les interroge sur leur parcours, leur récit, etc. Comment ça se passe, des tas de choses sur la famille et la façon dont ils se transmettent des choses. On trouve des façons de tourner. Qu'est-ce que la cuisine, les récits, est-ce que les plus jeunes ont questionné les plus anciens. Enfin, non, on fait plutôt un travail sur la transmission des valeurs et de choses qui peuvent être d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec la migration, la valeur du travail, la valeur toutes les choses, des études, de la culture ou d'autres. Et à la fin, la question c'est qu'est-ce que vous pensez de l'intégration de la famille? Est-ce que vous pensez l'intégration? Et là, on a une explosion. Alors on va utiliser ces explosions. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Désintégrer, intégrer, j'aime pas ce mot-là, ça m'intéresse, etc. De la part de toutes les générations, sans aucun problème. Comme je pensais en t'écoutant, un cheval n'a pas besoin de se penser cheval pour être cheval. Et pour nous dire des choses sur le cheval. Quand on le regarde, quand on l'observe. Un immigré n'a pas besoin de se sentir immigré, ne se sent pas immigré. Il n'a de toute façon pas besoin de se sentir immigré pour être un immigré. C'est aux sociologues de penser l'immigration. Et c'est aux biologistes de penser le cheval. Mais on n'a absolument pas besoin on n'est pas immigré. C'est le regard du scientifique, du sociologue ou de l'anthropologue qui fait qu'on est immigré. Et malheureusement, il s'est transmis, et c'est aussi le regard du politique, et ça s'est transmis dans la population comme ça. Et du coup, le vocabulaire qu'on a, il est en fait emprunté les catégories qu'on essaye d'apporter sur l'autre. L'immigré, pas immigré, etc. Migrant, alors en plus maintenant on sophistique, ce sont des choses de scientifiques qui malheureusement, comme les races, à un moment donné, se sont propagées, selon moi, malencontreusement dans la société. Et de même que l'intégration, ça regarde les politiques, ça regarde les sociologues, ça ne regarde pas les gens eux-mêmes. Du coup, il faut toujours biaiser, parce que on ne peut pas aborder frontalement ces questions-là. Ça n'intéresse pas les gens. Par contre, tout récit fait par une personne qui a l'expérience de la migration nous dit énormément de choses sur la migration. Qu'elle parle. Parce qu'un migrant, ou un immigré, il est, à mon avis, là je livre vraiment une opinion, hein. Il est citoyen, il est administré, il est travailleur, il est mère de famille, il est élève dans une école, et alors du coup il a des problèmes d'élève, il a des problèmes de mère de famille pour faire garder ses enfants, il a des problèmes de citoyen, il a des problèmes avec l'administration, il se bagarre sans cesse avec l'administration, mais et il se sent comme ça. Après, on peut décrypter par l'analyse a posteriori, quand on a recueilli les témoignages, qu'effectivement, ils ont des problèmes supérieurs ou certains types de problèmes que n'ont pas ceux qui ne sont pas immigrés, parce qu'ils sont immigrés, mais pour eux, ils ont les problèmes de gens qui vivent dans la cité. Et alors, du coup, ça fait toujours... on est toujours en porte-à-faux entre les attentes qu'on a quand on travaille sur la migration, et avant de travailler sur la mémoire, je travaillais beaucoup sur les quartiers d'immigrés et sur les sites web des immigrés. Mais comme je prends les choses à l'envers, du fait que je suis en sciences de l'info, je regarde toujours ce que font les gens avec les nouvelles technologies. Donc du coup, j'ai mis très longtemps à faire des entretiens avec les immigrés. C'est-à-dire que c'est pas ma nature. Moi, je regarde ce qu'ils produisent eux-mêmes spontanément et ce qu'ils nous livrent comme mémoire.
sans l'intervention d'un sociologue ou d'un historien. Alors du coup je vois bien qu'il parle d'autre chose. Forcément. Et que si on veut trouver un site d'immigrés, il ne faut pas mettre le mot immigré. On ne trouvera pas. Et si on veut un site de diaspora, qui était ma mathématique d'il y a 15 ans, il faut surtout pas mettre le mot diaspora, c'est pas dedans. C'est autrement qu'on les trouve. Et alors, donc du coup, moi je suis un petit peu moins étonnée parce que je me suis heurtée de front avec ces questions-là. Mais du coup, il y a effectivement tension et malentendu entre des gens qui ont très envie et qui ont raison de vouloir collecter des choses sur l'immigration, parce que c'est très important, surtout quand on est missionné quand on est le CNHI. On doit avoir une personne du CNHI ici, mais elle n'est pas venue, ou peut-être pas encore venue. Et puis que quand on se confronte effectivement avec la réalité de ce qu'on est là envie de livrer. Alors on parle peut-être plus facilement d'immigration quand on ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on est né en France et qu'on parle de ses parents. On va parler d'une certaine façon. Puis quand on est soi-même immigré, on a d'autres problèmes. Donc on a peut-être plus envie de venir parler des espaces verts, de la politique de la ville, des qualités des logements, mais d'autres choses, mais qui livrent aussi des tas de choses à condition d'avoir le contexte. Et là, par contre, je te rejoins, sans le contexte, ça devient difficile. Et le dernier élément, mais qui répond à ta première partie, c'est que tu as sans cesse fait l'aller-retour en montrant les tensions. Ça, c'était très intéressant avec vraiment des références de terrain sur, à mon avis, 3 propriétés des mémoires et qui était l'introduction que je voulais faire, qui sont pour moi les mémoires sources, les mémoires médiums et les mémoires index. Pour moi, il y a 3 qualités dans les mémoires. Les mémoires sources, ce sont vraiment les mémoires preuves pour l'histoire. Celles qui doivent être vraies, sourcées, contextualisées, qui doivent avoir la confiance des historiens. Dieu sait que ça a été long et difficile, et comme c'est encore difficile que les historiens considèrent comme source en témoin des discussions qui avaient eu la générique, et confiance dans les mémoires. Donc cette mémoire qui doit répondre à la diplomatique au sens des archivistes et qui peut finalement être collectée que par les archivistes et les historiens, parce qu'eux vont penser à associer tous les éléments de contextualisation nécessaires. Là, on va trouver donc les archives orales faites par les archivistes, tout ce qui est collecté par les archivistes, et puis les corpus des historiens qui sont effectivement 2 types de collectes encore différentes, mais qui relèvent de cette logique-là. Et la deuxième qualité de la mémoire, c'est la mémoire médium, c'est-à-dire celle qui va servir de médiateur, qui va faire l'entre-deux, qui va servir de lien entre des histoires et puis des gens qui viennent regarder ce qui se fait dans les... Alors, on va beaucoup reposer là, tout en ayant quand même le soin, parce que je pense que personne n'essaye de faire des mémoires fausses volontairement, pour que moi ça peut m'arriver de le faire exprès pour voir, parce que justement j'essaie de jouer sur cette tension-là, de dire finalement c'est pas grave que ce soit un mensonge, allons-y, faisons de la fausse nouvelle, et voyons ce qui en sort. Mais tout le monde a quand même la préoccupation d'essayer d'avoir le plus de véracité possible. Mais là, ce qui est important, c'est pas que ce soit vrai, c'est le côté, c'est comment ça va comment ça va changer les choses, comment ça va changer le réel, comment ça va provoquer chez les gens qui vont entendre ces mémoires, les regarder, les écouter, les consulter, comment ça va changer leur façon de voir, leur façon de penser, mais comment ça va changer aussi les témoins. Bref, c'est des mémoires qui sont performatives, qui veulent agir sur le réel et sur notre perception du réel. Donc du coup, c'est dans le fait d'être vu qu'elles sont importantes, et souvent c'est des mémoires qui sont produites soit dans les parcours muséaux, dans les musées, dans les expositions, très important, et puis aussi les récits de vie, peut-être que vous pratiquez, ou en tout cas pratique certainement la biographe, ce qui fait qu'elle a forcément une démarche différente, elle est plus dans le récit de vie, parce que c'est plus le type de profil dont vous parlez, et j'ai déjà entendu parler de la biographe du RIS par des élèves, etc. Donc elle est célèbre, mine de rien. Mais elle est plus dans le récit de vie, à mon avis, et plus dans cette logique-là. Ce qui fait que du coup, ce sont quand même des choses très différentes. Et on est plus dans qu'est-ce que les gens vont finalement devenir, comment ça va transformer les gens de raconter, de faire un récit. Et aussi, certaines communautés font des mémoires parce qu'elles veulent se faire reconnaître comme communauté, ou les militants. Donc c'est peut-être plus... on fait des mémoires pour que dire une bonne fois pour toutes, regardez, parce que nous avons ces mémoires, nous les avons dites, alors nous existons en tant que communauté. Et puis la troisième qualité, c'est la mémoire index. Alors elle est subtile celle-là, elle est souvent assez humble et assez simple, souvent maladroitement faite, pas toujours. C'est celle qui dit,
faut quand même qu'on sauve ce truc, il faut quand même que ce truc-là disparaisse, il faut quand même qu'on laisse des traces, parce que ces traces plus tard, c'est ça qui va nous permettre de nous souvenir que cette chose-là a existé. Et il ne faut quand même pas que ça disparaisse. Et donc on crée des mémoires qui vont être comme un index qui renvoie à la page ou à l'élément, ou l'index de Google qui, quand on tape un mot, va nous sortir la page concernée et tout ce qu'il y a dedans. Et alors, quand on enregistre, j'ai fait des collectes comme ça, d'enregistrement dans les EHPAD avec un documentariste récemment, d'enregistrer aussi dans les familles, on va enregistrer la grand-mère parce que quand elle va mourir, tout ça, toute cette histoire, il faut la sauvegarder. Et des fois, on le fait comme ça, pour ça, sans plus de volonté que ça. On ne sait pas à quoi ça va servir, mais on sauvegarde et ça va être un index qui va renvoyer à quelque chose qui pourrait tout simplement disparaître de toutes les mémoires parce que tout simplement, on n'a pas créé cet index. Et le problème, c'est que tout se mélange et que souvent, on a toutes les volontés à la fois et que c'est très difficile de faire les trois à la fois. Donc, c'est pour ça que moi, je milite toujours pour bien serrer les choses parce que il y a tout dans les mémoires, il y a les trois qualités, mais il y a des degrés divers et il faut se donner des priorités et bien comprendre pourquoi, à un moment donné, on a échoué, à son avis, dans une optique, mais peut-être que c'est parfaitement réussi dans l'autre. Et ça, il faut en avoir conscience. Moi, c'est pour l'instant les divisions que je propose. Ben, merci pour ces remarques. Si je peux me permettre de réagir à ce que tu as dit, alors il y a différentes choses, mais pour ce qui concerne en effet la question de mémoire de l'immigration, et c'est pour ça que j'ai aussi mis en avant le choix de prendre la migration de façon transversale, non pas une migration particulière, mais des migrations qui ont forgé une ville, un pays, qu'importe. Je pense que c'est exactement la mauvaise entrée, mais vraiment, comme tu le dis toi-même, pour accéder aux personnes, aux gens qui vivent là, parce que qui revendique cette étiquette d'immigrés, de migrants, personnes. C'est aussi pour ça que j'ai un peu insisté sur le fait que le RIS n'a pas pris le parti d'aller voir des associations culturelles, ce qui peut s'entendre, mais s'ils étaient allés voir là, ils auraient eu des récits, mais des récits de la culture, des récits sur la culture, sur les origines, sur le lien qu'on entretient encore avec son pays d'origine. Et ça, je pense que c'est une question, qu'on connaît bien à l'échelle nationale, dans tous les débats sur les questions identitaires, la vision républicaine de l'identité, certes, mais aussi du côté des migrations actuelles, si on ne regarde pas, si on n'assume pas aussi cet aspect culturel, je trouve qu'on se prive aussi de certains récits. Après, sur le parcours migratoire, moi, je suis d'accord avec toi, voilà, qui met ça en avant, et puis on confond aussi très souvent la dimension culturelle transmise de l'expérience migratoire. Et qu'est-ce qu'on transmet à ces enfants? Il me semble que c'est quand même plutôt dimension culturelle, mais le récit de l'expérience migratoire, je ne sais pas s'il est toujours bien visible, et je ne sais pas si les gens le mettent en avant. En tout cas, c'est pas ce qui était ressorti, parce que ça pose aussi après, comme tu dis, aussi des questions de comment, qu'est-ce que vous attendez que je dise, est-ce que je suis intégrée ou pas, comment j'ai été accueillie dans le pays, comment j'ai inscrit mes enfants à l'école du pays, comment éventuellement j'ai appris le français, qui sont en fait des choses qui sont tellement connotées aussi dans l'espace public que ça devient impossible. Une discussion là-dessus est quand même assez compliquée. Mais bon, donc je pense que c'est pas forcément la bonne entrée. Ensuite, et pour revenir sur les différentes propriétés des mémoires, bien sûr, tout à fait d'accord sur ces distinguos. Moi, pour avoir travaillé sur des récits et à partir d'entretiens sur la question de la mémoire, j'ai envie de dire, il y a presque une autre dimension, moi, que j'exploitais. Alors, c'était à la fin, je vais recontextualiser, c'était de
je travaillais, moi quand j'ai travaillé dans le cadre de mes recherches sur l'Allemagne de l'Est, sur la mémoire de l'Allemagne de l'Est, j'avais à la fois la dimension source pour connaître des choses, puisqu'on n'avait plus de sources écrites. Puis en plus, quand on prend pays anciennement communiste, les sources écrites sont absolument pas fiables. Donc de toute façon, il nous reste ça, et c'est les récits de l'expérience vécue sont souvent plus fiables que ce qu'il y a dans les sources écrites, donc ça c'est une chose. Donc j'avais ça, mais j'avais aussi, moi ce que je cherchais aussi à travers ces récits, c'était ce que me disaient les récits de la perception de sa propre identité et de ce la personne vivait actuellement, sa perception de la société allemande actuelle à travers son récit sur le passé. Et c'est vrai que là, je me suis beaucoup servi d'Avax mais aussi de Bastide, enfin des différentes personnes qui ont toujours imaginé que la mémoire se construit à partir du présent et que le filtre, c'est le présent. Et ce qu'on va dire ou ce qu'on ne va pas dire est en lien avec sa vision du présent. Et c'est vrai que ce qui m'a, par exemple, si on prend là la cité Olivier de Serres, ce qui ressortait de ce que j'ai pu comprendre des témoignages, c'était moins une vérité sur la cité et ce qu'elle a été que, une vérité ou une preuve historique, un discours sur aujourd'hui la situation actuelle de la société et le fait que je me sens pas. C'est pour ça aussi que quand je dis la plupart des gens sont restés dans un logement social, c'est que je ne me sens pas bien dans mon logement actuel. Et à l'époque, c'était finalement pas forcément pire. Et au moins, il y avait les voisins qui s'entraidaient. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous parle du présent, de la situation actuelle, des identités des gens aujourd'hui, de leur perception, de l'évolution, en fait. Est-ce qu'ils se sentent finalement bien dans la société actuelle? Quand je travaillais sur l'Allemagne, c'était beaucoup cette question des perdants ou des gagnants de la réunification, et comme grille de lecture, et qui était très facile à voir à travers les récits. Donc voilà, c'était pour dire que alors, je ne sais pas si ça renvoie pour toi à la mémoire index, cette dimension-là. Je pense que ou ça peut être en tout cas aussi la mémoire médium, hein, c'est sûr, ça peut être un moyen de revendiquer des choses, mais ça peut être aussi vraiment, à l'échelle non pas collective, mais individuelle, une manière de parler de sa situation actuelle, de sa vision de la société actuelle. Donc voilà, c'était un peu la réflexion que j'avais et qui pose, à mon avis, problème, puisque en fait, quand on a un entretien, on peut faire presque cette double lecture, mais qui n'est pas dissociable. Mais c'est demander aux gens de parler du passé, on a des informations sur le présent, en gros. C'est ça, en fait, il faut toujours avoir en tête ça. C'est un peu la tragédie de l'anthropologue, parce que quand on étudie quelqu'un de très exotique et de très lointain, ça dit énormément sur nous-mêmes, en fait, sur l'Occident. Oui. Quand on regarde les travaux d'anthropologie du 19e, ça dit énormément sur la société au 19e siècle en Europe, et pas plus que peut-être sur la réalité des pays étudiés. Alors, oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est aussi un des compléments que je n'ai pas du tout développé, mais c'est... je parlais de la biographe, mais il y a plein d'entretiens qui me parlent aussi plus de la biographe, finalement, que de l'interviewer. Il y a des entretiens qui durent une demi-heure, où la biographe, visiblement, n'a pas du tout accroché avec le témoin pour des raisons personnelles. Il faut le dire, c'est qu'elle a jugé ce témoignage-là totalement peu important et inintéressant. Donc, c'est choquant. Voilà. La principale qualité d'un témoignage, c'est d'aimer tout le monde et de s'intéresser à tout le monde, et de ne pas avoir d'opinion ni politique, ni religieuse, ni quoi que ce soit. Mais quand on n'a pas du tout conscience de l'interaction qui se passe, qu'on a aucun élément, de toute façon, c'est tout à fait révélateur le fait qu'on n'ait aucun élément de contexte de la situation d'entretien. C'est je ne sais pas où, quand, comment ça s'est passé, par qui, par quel biais.
Et souvent, les questions avaient été effacées. Donc, je veux dire, ça, quand on en arrive là, ça veut dire aussi qu'on n'a pas du tout... Enfin, c'est peut-être un cas extrême, mais ça veut dire aussi on ne prend pas en compte cette interaction fondamentale qui se passe entre l'intervieweur et l'interviewé. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que projette aussi l'interviewé sur l'intervieweur? Voilà, et donc s'il n'y a pas un travail qui est fait là-dessus, à mon avis, on perd quand même toute une somme d'informations très très importante pour pouvoir analyser ce qui a été dit. On n'a pas conscience de faire des archives si on fait ça. Alors vous qui travaillez sur... Oui. J'avais une question justement sur la forme qu'a pris, la forme vraiment des documents. Est-ce que ça a été enregistré, ces témoignages? Est-ce qu'ils sont consultables sous forme d'enregistrement sonore ou alors est-ce que ça a été retranscrit? Alors, les deux. C'est-à-dire que tout ça a été enregistré et déposé. Les enregistrements voilà. Sauf que, en gros, il faut aller les consulter sur place. Alors moi, par mes relations, j'ai pu les avoir sans en parler à l'archiviste. J'ai pu les avoir par un autre biais et les écouter tranquillement chez moi. Mais si on veut écouter, normalement ils sont consultables sur place, mais il n'y a aucun dispositif qui est prévu. Donc en gros, il faut aller dans une petite pièce à côté pour les écouter avec un casque. Enfin bon, c'est pas du tout. Il n'y a rien qui est vraiment prévu. Et alors pour les transcriptions, dès le départ ça avait été demandé. Ce problème c'est qu'elle avait, la biographe avait dans un premier temps réécrit les choses comme elle le fait pour son travail, quoi. Je pense que c'était logique. Elle a fait ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire lisser les discours, enlever les répétitions, etc. Donc au bout de, je crois que c'était 1 ou 2 ans, je n'ai plus en tête la date exacte, mais il y a eu une mise au point et on lui a demandé de réécrire intégralement l'entretien. Donc on a une partie qui est retranscrite intégralement. Voilà. Mais quand on n'a pas le réflexe de poser certaines questions, encore une fois, si on n'a aucun élément de contexte et qu'on ne sait même pas... des fois, il y a même une personne qui est... je me souviens d'entretiens en couple où là, on n'a même pas le prénom de la femme quand même. Je veux dire, on ne sait même pas qui elle est, est-ce qu'elle a l'âge... voilà, les professions, ça c'est quand même... voilà, on sait quasiment rien de ce qui permet de mieux comprendre un peu la personne et comme je dis, toujours on parle du présent dans l'entretien sur le passé, dans l'évocation du passé. Si on n'a pas des éléments aussi qui permettent de faire ces raccords, ça devient, je trouve, assez compliqué. Parce qu'à mon avis, on risque de faire même vraiment d'avoir des quiproquos dans la lecture de l'entretien, en fait. Cette histoire, vous disait de mémoire du passé qui se fait au présent, en fait, et qui dit beaucoup sur le présent. Pour vous qui travaillez sur des organismes, alors CLDT ou entreprises, est-ce que vous le sentez fort, ça? Parce que moi, il me semble que, en tout cas, parce qu'on a à la journée patrimoine historique des entreprises, on sentait fort cette construction et cette volontaire et assumée en plus par les communicants, parce qu'ils sont bien au-delà de ça, c'est pas leur problème de faire de l'histoire, justement de fabriquer une mémoire. Vous avez des... Mais après, il n'y a pas que les entreprises. Je sais que finalement, je suis une entreprise, mais j'ai très peu travaillé sur le patrimoine des entreprises. J'ai beaucoup travaillé sur le patrimoine territorial, surtout à l'île de Léron et en Vendée. Et des communautés de communes qui voulaient mettre, du coup, ce serait un peu mémoire médium, parce que c'était des parcours misographiques, qui du coup construisaient, mais avaient conscience et voulaient en fait construire cette volonté en fait de construire une image du territoire comme du coup l'a fait Murray. Donc c'est l'exemple n'est pas du tout le même, mais c'est un peu la même dynamique. Par contre, sur tout ce qui était collecte des témoignages, ça s'était pas du tout passé comme ça parce que donc c'est moi qui les ai fait en partie, donc je suis historienne de formation. Vous voulez peut-être intervenir avant?
ce que j'avais dit au début, je vais partir à 18h15, mais en tout cas c'était très intéressant. L'occasion de continuer la discussion. Au revoir. Au revoir. Oui, du coup, les collègues de témoignage se passaient... parce que du coup, je suis historienne de formation, donc j'ai toujours cette méthodologie historique, moi, qui me suit, puis que je veux qu'ils me suivent. Et du coup, par exemple, en Vendée, on travaillait... Ça n'a rien à voir, c'est même pas sur les... Moi, j'ai jamais travaillé sur l'immigration, donc je peux pas faire de lien là-dessus. Je travaillais sur une architecture typique du Marais vendéen. C'est des petites architectures, des petites maisons en terre. Enfin, voilà, c'est un peu devenu l'image touristique du territoire. Donc, du coup, ils voulaient communiquer là-dessus. Et donc, il fallait aller rencontrer, puis faire un inventaire et rencontrer les personnes qui, aujourd'hui, y habitent. Et du coup, ce qui fait qu'on parlait aussi de l'histoire de la Bourrine, parce que la maison s'appelle Bourrine, et en même temps, il y avait toujours cet aspect contemporain qui était là et qu'on voulait montrer pour qu'après, le visiteur et même l'habitant sache qu'il y en a encore sur le territoire. Parce que du coup, ils pensaient vraiment que c'était quelque chose du passé, c'est qu'elles sont un peu cachées, enfin, on ne les voit pas trop. Et du coup, il y avait toujours cette relation entre passé et présent, et on jouait dessus. Il la voulait aussi pour que du coup, ça anime le territoire, que ça fasse aussi grandir le territoire, qu'on prenne conscience de ces habitations, qu'on les restaure, enfin voilà. Donc du coup, là, par exemple, c'est un exemple vraiment très accru, moi, où du coup, j'étais vraiment tout le temps en train de me dire, mais je fais l'histoire des Bourrines, je fais l'histoire des habitants, je fais l'histoire aujourd'hui, enfin du coup, j'étais toujours voilà, un petit peu Enfin, voilà, fallait que je trouve la bonne place, et en fait, c'était un peu sur tous les volets, mais du coup, fallait, voilà, qu'est-ce que je faisais le plus, qu'est-ce que je faisais le moins, enfin, c'était un peu plus compliqué. Après, par contre, moi, ce que j'ai remarqué aussi, même si j'ai pas travaillé sur l'immigration, c'est que la plupart des témoins que j'ai pu enregistrer le témoignage, que ce soit par exemple en Vendée ou à l'île d'Oléron. À l'île d'Oléron, c'était sur l'architecture traditionnelle, donc c'était un peu le même thème. Les témoins, à chaque fois, n'avaient pas conscience d'être des témoins. Parce que vous en avez parlé tout à l'heure, qu'ils ne disaient pas que... Enfin, voilà, ils ne se sentaient pas porteurs d'une mémoire. Et en fait, quand j'allais les voir, que je les rencontrais, que je leur expliquais, ils font, mais moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je fais, bon, bah ok, bah, c'est pas grave. Puis souvent, c'est des petites personnes, donc souvent, on boit un verre, on parle, et puis au bout d'une demi-heure, je fais, bah, en fait, vous avez plein de trucs à dire là-dessus. Et là, en fait, ils se rendent compte de la richesse qu'ils ont en eux, voilà, des techniques de construction, ou de la vie, comment elle se passait, ou des choses comme ça. Et en fait, finalement, ils n'avaient pas toujours très conscience, mais même si je leur expliquais bien, après, si ils voulaient que je revienne, ou si on le faisait juste après l'enregistrement vraiment du témoignage, là c'était juste discussion pour moi aussi que je vois ce qu'ils savent, quoi. Et du coup, là, à ce moment-là, en fait, j'ai essayé de leur expliquer la portée du coup du témoignage que ça allait avoir, parce que du coup ils allaient être nominatifs, ça allait être conservé, ça allait être mis dans le parcours muséographique tête, donc là il y avait un travail en eux-mêmes. Du coup souvent ils me demandaient, repasser dans quelques jours, il fallait qu'ils réfléchissent à la portée du coup de ce que ça avait, mais eux-mêmes l'avaient pas en eux au début, quoi. Donc mais parce qu'ils n'y avaient pas réfléchi. Enfin, je pense qu'il fallait aussi pareil un regard extérieur pour qu'ils se disent en fait c'est important. Et du coup après c'était un échange, parce que pour ceux surtout que ça intéressait, du coup ils font, en fait c'est vraiment bien que vous ayez pu, enfin vous soyez venu me voir, parce que là du coup j'en ai reparlé avec d'autres, j'ai appris d'autres trucs, j'ai retrouvé des documents, et du coup là ça mettait dans le temps présent en fait vraiment une réflexion sur ce qui s'était passé, ce qu'ils ont encore, les traces aujourd'hui qu'ils peuvent voir, et en fait ça réactivait aujourd'hui des choses du passé. Donc c'était, en tout cas moi c'est une dynamique que j'ai toujours eue, et c'est aussi ça aussi que j'aime dans l'outil mémoire, dans la mémoire, c'est que du coup c'est pas juste le passé, c'est vraiment quelque chose en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, et ça c'est toujours après pour l'immigration, moi je connais pas, j'ai pas l'occasion, à part aussi ceux qui avaient migré entre guillemets du bocage au Marais vendéen, mais bon c'est pas ouais, mais non, là il y a quand même une césure, mais bon c'est pas les mêmes problématiques quand même, et il n'y a pas du tout, voilà, plein de pas du tout les mêmes problématiques. Et par contre, je sais pas, il faudrait peut-être aussi voir comment est-ce qu'ils faisaient, mais la dernière fois j'étais au musée de l'immigration, où du coup il y a des témoignages qui sont exposés, et après il y a la galerie des dons où on peut avoir des parcours de vie. Et donc je sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à récolter ces données, ces témoignages. Est-ce qu'ils demandent à des immigrés de venir, ou est-ce que justement ils présentent pas la chose comme ça pour avoir des récits? Je sais pas comment est-ce qu'ils... parce que c'est quand même bien...
de ce que... Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, mais... Alors sur le musée national d'histoire de l'immigration, c'est un vrai problème parce que là aussi, si on regarde les premiers témoignages recueillis et objets déposés, c'est souvent par un réseau qui est le réseau du musée d'histoire de l'immigration qui sont parvenus aux personnes avec des entretiens plus ou moins bien faits d'après ce que dans l'ensemble, tout ce qu'avait dit une ancienne responsable d'anthropologue de cette galerie des dons. Aujourd'hui, je pense que moi aussi, ça a un petit peu évolué, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils vont s'adresser quand même plutôt directement aux personnes et qu'un appel. Alors, s'ils font des appels comme ça, ceux qui le désirent peuvent spontanément venir déposer un objet et ça arrive. Mais dans ce cas-là, là encore, ça reste assez... c'est une hypothèse, mais de ce que j'ai pu voir, c'était quand même des personnes issues d'un certain milieu social qui arrivaient aussi avec quand même aussi cette question de... cette capacité, je veux dire, à parler publiquement de sa famille. En fait, c'est à exposer quelque chose, à comprendre que, comment dire, à travers son histoire, mettre son histoire dans l'espace public de cette manière-là, c'était aussi quelque chose qui pouvait se faire. En fait. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup de la question de l'intimité, du rapport intime à la mémoire. Mais il faudrait en vérifier, mais c'est assez difficile parce qu'ils ne sont pas forcément non plus toujours très disposés, je ne sais pas après, non plus à forcément donner toute la... il faudrait proposer un travail de recherche spécifiquement là-dessus parce qu'on n'a pas accès forcément à toutes les données. Bon, après, sur la question que moi je trouve intéressante, est-ce qu'on a conscience d'être témoin ou pas c'est pour ça que je suis allée les revoir en fait. C'est parce que je pense, en effet, on n'est pas témoin. C'est en fait on labellise quelque part le témoin, une institution va labelliser quelqu'un en témoin. Et ce qui est très... Alors moi, je travaille beaucoup avec le musée d'histoire de la Résistance. Alors là, on a... la semaine prochaine, on fait un séminaire, une journée d'études là-dessus, donc où Claire est invitée. Donc on a vraiment ce cas qui est assez, j'allais dire presque caricatural du témoin professionnel, à qui on fait systématiquement appel, qui lui-même a endossé ce label, cette étiquette-là, et a son témoignage tout prêt à être livré. Donc il y a aussi ça, mais sans aller dans cet extrême-là, moi je me suis quand même interrogée sur le fait est-ce qu'il y avait une conscience du fait que son témoignage finalement fait partie d'un patrimoine quelque part. Et c'était un peu là-dessus que j'ai interrogé les gens. Et puis il y a aussi une chose qui me semble intéressante que vous avez dite, c'est la question de quand on parle aux gens, une réactivation en fait des éléments du passé, et je crois que là on est en effet sur cette question-là, c'est la mémoire est un processus. Je veux dire, c'est vrai que on est dans un processus de remémoration dans ce cas-là, en tout cas quand on fait un entretien. Donc ce qui veut dire qu'évidemment on n'aura jamais deux fois le même entretien, ce qui veut dire que il y a des choses qui émergent à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça va pour moi, mais alors après je défends une certaine position, mais ça va toujours dans ce sens on ne peut pas réifier les mémoires, c'est pas des mémoires comme ça individuelles. Après, quand on parle de mémoire, on peut parler d'autres choses, de commémoration, de monuments, de traces physiques, ce qui est autre chose. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est qu'on fabrique son témoin. Alors, on ne fabrique pas de toutes pièces, on ne fabrique pas son récit forcément. On peut l'influencer, on peut le susciter, mais c'est le fait d'être là et de demander à quelqu'un de témoigner qui fait qu'il devient un témoin. Et tant qu'il n'a pas été sollicité, il peut pas avoir il n'est pas conscient d'être. Donc ça, c'est aussi... Oui, bien sûr. Ouais.
C'est pour ça que je prends cet exemple des musées d'histoire. Oui, alors après, parce qu'alors là, on a c'est aussi embêtant assez incroyable. Avec le cas extrême du faux témoin, c'est-à-dire celui qui est devenu le témoin professionnel, mais qui raconte tellement bien que parfois, même quand on sait que c'était un faux témoin qu'il est démasqué, on continue à dire que quand même il racontait bien et il servait bien la cause. Et ça existe, les faux témoins. Oui, et puis c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réapproprient aussi des éléments qui sont dans un certain espace public ou un espace associatif du passé, qui vont intégrer dans leur propre récit personnel. Alors, c'est moins un faux témoignage que finalement la construction d'une mémoire collective où finalement on est dans ce cadre, dans un cadre où en fait on insère ses souvenirs personnels finalement dans un récit qui fait sens, quoi, qui est porteur de sens pour ce groupe. Et j'ai une question par rapport, du coup, vu que c'est très peu documenté, là pas pour les chercheurs, mais si l'établissement veut réutiliser, même pour une exposition ou pour un ouvrage, est-ce qu'il va pouvoir du coup réutiliser les témoignages, ou il y a vraiment, parce que s'il n'y a pas les noms, ça me paraît... Si, ils ont signé, ceux qui allaient à la plupart des témoins ont signé un droit de diffusion. Non, là c'était le couple, c'était la femme qui s'était insérée dans l'entretien, en fait. Qui était, je pense, pas prévu au départ. Mais c'est vrai que... Donc du coup, son nom apparaît sous Madame machin, mais pas son prénom. Ouais, ça... Parce que moi, souvent, je vois pour les parcours muséographiques qu'on a fait, lorsqu'on met un extrait d'un témoignage, on met nom, prénom, parfois l'âge... Et par exemple, si c'est pas filmé, vu qu'on voit pas la personne, l'âge, soit la profession, s'il est retraité, en fait, pour que le visiteur ait les informations un peu minimum pour qu'ils se disent, bon, alors, qui est-ce à peu près qui me parle? C'est pour ça que je pose la question, parce que si, du coup, il n'y a pas les dates de naissance, ils pourront pas, du coup, donner cette information aux visiteurs de leur exposition. Et c'est vrai que ça aide quand même le visiteur à comprendre qui lui parle. Après, on peut faire sans. Je sais pas si on peut faire sans, en fait. Mais je pense que c'est utilisé dans le sens de... Alors, en général, elle a quand même donné l'âge, mais par exemple pas la date de naissance, donc c'est toujours un peu compliqué, il faut regarder quand a été fait l'entretien. Bon, voilà. Bon. Mais en général, on a l'âge, et après, si la personne doit être présentée, ça va être habitante, je sais pas, de la cité, Gilet... ou ancienne, je ne sais pas, militante dans telle association. Enfin, il y a une partie de l'identité qui va être mise en avant. Mais voilà, par exemple, le fait d'être plombier ou d'être gardien d'immeuble n'est jamais mis en avant quand il s'agit d'un témoignage sur la cité Olivier de Serres. Ce qu'on sait, c'est qu'il a vécu de telle date à telle date à la cité. Voilà, c'est tout. Donc, oui, alors là, le témoin est réifié pour le coup. Il n'est que ce qu'il représente.